Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, comme je vous ai dit, on va faire la vidéo en deux parties. Donc, ça c'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas encore regardé la première, ça ne sert à rien de regarder la deuxième parce que vous n'allez pas comprendre grand chose. Donc, je vous encourage à regarder la première partie de l'histoire et puis venir voir celle-ci. Merci à vous tous. Donc, on va continuer notre histoire. On s'était arrêté où? Quand je rentre, tout ça, il est au courant, il était paniqué. On m'a prescrit des repos. Au travail, on savait que j'étais tombée dans les bus. On m'a donné un arrêt maladie. Reste à la maison 3 semaines. Ça veut dire que je ne faisais plus aussi la formation. J'étais malade. Les médicaments que je buvais, c'était pour beaucoup de repos et tout ça. Vraiment, j'étais pas bien. En vrai, j'étais plus bien. J'étais trop malheureuse, j'étais trop stressée. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ne donne jamais mes enfants aux gens. Je garde mes enfants. Moi, mes enfants ne partent pas dormir chez les... Non, je ne voulais pas parce que moi, j'ai gardé beaucoup de gens à la maison. J'ai vu aussi beaucoup de choses. Donc, je ne voulais pas. Moi, mes enfants, ils restent chez moi. Ils ne vont pas en vacances sans moi. Si ce n'est pas les vraies vacances comme on n'allait même jamais en vacances, on restait à la maison. Donc, tu vois, maintenant, tu es à la maison avec les enfants. Tu dois travailler, tu dois faire tout ça. C'était trop. Donc, un jour, quand je rentre à la maison, vraiment, je suis vraiment down. Je suis déconcentrée. Donc, du coup, je n'ai pas étudié ce mois-là. Et ce mois-là, le fait d'être en arrêt maladie, j'avais perçu moins d'argent. J'avais perçu moins d'argent, donc, dans mon salaire, parce que la carte de banque que j'avais, où arrivait mon salaire, c'est moi-même qui lui faisais le virement de mon salaire. C'était comme un virement automatique. Donc, ce mois-là, j'ai perçu moins d'argent. Et je n'ai pas payé l'école. Parce que l'école, la formation, c'était payante. Déjà, moi, je ne me connectais plus, je n'étudiais plus, je n'avançais plus. L'arrangement avec l'école, prenons un exemple, c'était comme si je payais 150 € par mois. Et maintenant, moi, je n'ai pas travaillé. Je devais quand même payer les 150 € parce que l'école est en ligne. L'école ne te voit pas, l'école ne sait pas que toi, tu es tombé dans les bus. Donc, j'ai payé les 150 € de l'école et du coup, lui... Prenons un exemple, si mon salaire était 800 €, le fait d'avoir payé l'école et que moi j'avais perçu moins d'argent, donc dans mon salaire, il manquait 70 €. Bon, c'est dollars canadiens. C'est effectivement ça, ce montant-là qu'elle m'a dit, Kabibi, il manquait 70 $ canadiens. Du coup, si lui, chaque mois dans mon salaire, c'était 800 qui entraient dans son compte ou dans notre compte commun là, il a vu 730 qui est rentré dans le compte. Il vient me dire, oh, l'argent ne suffit pas. Je dis, comment ça? Il me dit, dans ton salaire, il manque 70 $. Je dis, oui, parce que j'ai payé l'école. Comment ça, tu as payé l'école? Oh, j'ai payé l'école. Là, je suis malade. Hein? Je suis à la maison. Oh, donc toi, tu as privilégié l'école par rapport au budget de la maison. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu me donnes les 70 $ parce que moi, j'ai déjà tout calculé. L'argent ne peut pas venir à moitié. J'ai dit, papa, je suis malade. Je suis malade. Donc, 70 $. S'il manque 70 $, la maison ne va pas fonctionner. Il faut que tu ailles emprunter les 70 $. J'étais tellement malade. J'ai buvais des médicaments pour me tranquilliser. Il me dit ça. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma copine. Ma seule bonne copine que j'ai dans la vie. J'ai dit, pardon ma chérie, tu ne peux pas me prêter 70 $. Elle me dit, elle n'a pas. Elle aussi s'est serré les budgets et tout. Elle n'a pas 70 $ canadiens. Je ne sais pas ça vaut combien en euros. Hein. Parce que son histoire, c'est en canadien. Francs, dollars canadiens. Sa copine lui dit, elle n'a pas 70 $. Elle dit, Kabibi, j'étais malade. C'est qu'on m'a sorti pour les 70 $. Je vais vous dire ce que son mari lui a dit parce que j'ai écrit. Elle m'a dit que j'ai dit ça parce que c'est ce qu'on lui a dit. Son mari lui dit, dans cette maison, comme ils sont là et deux, comme ils se regardaient là, sache que toi, comme tu es assise là, tu me regardes, tu vas payer tout ce que tu utilises jusqu'au centime. Donc toi, dans cette maison, moi, je ne peux pas faire un sacrifice de 70 $ pour toi. Toi, le fait que tu vives dans cette maison, tu dois tout payer à égalité avec moi. Il n'y a pas de faveur parce que je suis malade, parce que je suis ta femme, parce que je suis fatiguée. Quand il lui sort ça, il lui dit, tu parles comme ça à qui? Tu te prends pour qui? Ça, c'était l'erreur fatale. La conversation continue. Il lui dit,
qui te permet de me parler? Il lui dit, qui t'a permis d'ouvrir ta gueule? Elle dit, depuis qu'elle est née, c'est la première fois qu'elle, en tant qu'être humain, quelqu'un lui dise qu'elle a une gueule, pas une bouche. Sharon lui a dit qu'elle avait une gueule. Qui t'a permis d'ouvrir ta gueule? Toi, que j'ai ramassé à 16 ans, j'étais fabriqué. Toi que ta famille avait jeté, tu n'avais aucun repère. Tu ne valais rien. Tu ne savais même pas te défendre. Tu es là, tu me prends pour ton père. Toi, tu peux me parler? Moi, je parle, toi, tu parles. Qui t'a permis de me répondre? Ces jours-là, elle était malade, il a tapé pour la première fois de sa vie. Malade, il a tapé, il a touché sur le corps. Il a tapé. À cause de 70 $. Parce qu'elle avait enlevé 70 $. Il a dit, tu vas payer tous les centimes dans cette maison ici à égalité avec moi. Il n'y a aucune faveur dans cette maison. Tu dois payer pour ta vie dans cette maison. Je ne suis pas là pour te faire des faveurs. Détrompe-toi. Elle est restée bouche bée, on l'avait déjà tapé. Tapé, tu es à la maison pour te faire soigner mentalement. Quand il a tapé tellement qu'elle était malade. Elle a fui. Elle a couru, elle est descendue dans la cave. Elle a couru, elle est partie se cacher, elle a appelé la police. Quand elle appelle la police tombe et tout ça, elle explique qu'elle est malade, le mari l'a tapé et tout ça. Donc, on l'a prise sur les faits accomplis, la police l'a mis dehors. On lui a donné 100 mètres directement, on dit qu'il n'approche plus. Quand on le prend ce jour-là, c'était la journée, dans la panique, là, vraiment, elle n'en pouvait plus. Elle a quand même viré l'argent. Elle lui a viré l'argent, 70 $, avec toutes les miettes d'argent qu'elle avait parce qu'elle a vu que à cause de 70 $, on l'a tapé. C'est comme ça que le policier qui est venu, c'était un homme, lui dit, madame, vous devez porter plainte. Elle a dit, elle ne va pas porter plainte. Le policier dit, madame, vous devez porter plainte. Parce que vous êtes malade. Vous êtes en arrêt maladie. On ne peut pas vous battre. Vous m'avez dit de quoi vous souffrez. De la frustration, le stress, l'angoisse et tout ça. Et lui, il vous bat. Et vous ne voulez pas porter plainte. Le policier dit que lui, il va porter plainte pour elle. C'est le policier qui a porté plainte pour elle. Elle a dit qu'elle était tellement dépassée, perdue. C'était la première fois d'abord qu'on l'insulte comme ça. Et puis la première fois qu'il la tape, elle pleure. Elle appelle sa soeur, elle appelle sa mère. Sa mère prend naturellement le côté de son mari. Toi, tu exagères, il m'a appelé, tu l'as foutu dehors. Tout ça parce que tu gères mal, tu as pris l'argent, tu as privilégié tes intérêts personnels pendant que vous êtes une famille et tout et tout. Donc, sa maman, elle comprend les choses à l'envers comme lui. Sa maman n'a pas pris son côté, ça l'a dégoûté. Elle a appelé son papa, première fois pour expliquer à son papa tous ses malheurs. C'est comme ça que son papa est surpris parce que lui, il pensait qu'elle était bien mariée. Parce qu'elle a toujours montré une belle face, on a une belle maison, belle voiture, papi, mamie, tu vois. Les enfants qui jouent comme ça, ils sont dans une grande maison, tu te filmes dans une grande maison, on pense que tu vis bien. Alors que dans cette maison-là, tu portes des habits de 2 €. C'est comme ça qu'elle vivait. Elle a expliqué à son papa était scandalisé. Son papa dit, il doit parler à son mari. Ce n'est juste pas possible. Comment il peut te mépriser comme ça? Tu lui as pas expliqué que moi j'étais au Congo et tout ça. C'est vrai que tu n'as pas grandi avec moi, mais vous avez grandi en Europe. Votre maman vous avez envoyé trop jeune. Il a commencé à donner la faute à maman, séparer les enfants et tout. Ah. Le papa l'a eu au téléphone. Le papa l'a téléphoné là où il était. Hein. Oh oui, votre fille, elle n'est pas organisée, elle donne des privilèges à je ne sais pas quoi. Et tout ça, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en maison, la maison coûte cher, elle aère la maison tous les jours, est-ce qu'on a besoin de ça? Elle ouvre les fenêtres et que oh, j'ai préparé les sacs, ça pue, et il faut qu'on aère la maison. Quand elle aère là-bas, ça fait des chauffages, ça fait des comme si. Et il a parlé à papa, il ne se rendait pas compte qu'il démontrait à papa qu'il me suivait même pour 1 €, 2 €. Papa est resté bouche bée. Il a dit, ma fille, nous on couvrait les femmes avec l'argent. Donc toi, ma fille, tu es dans un mariage, on te suit pour 2 €. Quand papa a calculé 70 $ canadiens, il a tapé ça en euros, papa allait s'évanouir. Papa allait s'évanouir. Mon père, ce n'est pas les gens qui vont t'envoyer l'argent. Déjà, papa n'en a plus beaucoup. Tu vois un peu mon bout est parti en quelle année? Pas cette histoire qu'elle nous raconte là, qu'on l'a tapé là, c'est en 2017, hein. 2017 qui vient de passer là. Elle dit, imagine, Mobutu est parti en 97. En 2017, mon père encore quel argent qui va m'envoyer pour me sauver.
Déjà, même quand il en avait, il ne nous donnait pas. Depuis qu'on est parti en Europe, papa n'a plus pris soin de nous. Parce que papa avait sa vie, il avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. C'est seulement parce qu'on n'a pas de papa dans la vie que je les cherche. Et puis c'est mon papa. Je l'ai connu jusqu'à 15 ans. Donc, mon père a essayé de lui raisonner et tout ça. Ça n'a pas donné. Il était dehors. Je suis partie appeler, comme elle a dit, le gouvernement. Je ne sais pas c'est quel bureau du gouvernement. Elle les a appelés pour retirer la plainte que le policier avait fait. Elle a dit, moi, je n'ai pas fait de plainte à mon mari. Hein. C'est le policier qui a fait. Il faut enlever la plainte là. Parce que quand quelqu'un, on lui porte des plaintes comme ça, elle dit, avec les études de son mari, les ambitions qu'il a, demain, ça peut le coincer à occuper certains postes. Parce qu'on verra que tu es quelqu'un qui a un mauvais parcours, un mauvais CV. Elle ne veut pas salir le CV de son mari juste parce qu'il a tapé. Juste parce qu'il a tapé. Juste parce qu'il a tapé. Donc, taper là, c'est juste. Est-ce que vous avez compris? On t'a tapé malade. Taper là, juste parce qu'il a tapé. Ah bon? Elle a retiré la plainte. Le policier l'a téléphoné. Le policier était indigné. Il s'est dit, mais les Africains, c'est pas possible. Il a dit, qu'est-ce qui t'arrive, madame? Donc, tu as fait la démarche pour aller retirer la plainte au niveau qualité. En tout cas, je voulais te sauver des griffes de ton mari. Moi, je suis policier. Beaucoup de choses commencent comme ça. Elle a dit, non, c'est la première fois. Il a dit, il y a toujours une première fois. Il y a toujours une première fois. Il ne faut pas que demain, on vienne te chercher cadavre. Le policier a raccroché. Le policier il était très fâché. Elle a dit, tu vois, quand tu es dans une situation comme ça, parfois, toi, tu ne vois pas. Apparemment, Kabibi, même à me regarder, j'étais minable, mais c'est moi qui ne savais pas. C'est moi qui pensais que mes habits des 2 euros, 1 euro que je portais là, hein, les gens me voyaient quand même bien. Oui, les gens qui me voyaient propre parce que je me lavais, je mettais la crème, je me maquillais et tout ça. Mais apparemment, ça se voyait que j'étais pas bien. Mais je ne savais pas. On reste, hein? Lui il est dehors, on avait coupé 100 mètres. Elle dit, son argent là, elle qu'on l'a payé les salaires, on l'a payé ça jeudi. Donc lui on l'avait chassé, il a calculé les jeudis là. Il est venu jeudi à 3 h du matin. Ah, elle est partie, elle a regardé, elle a vu c'est lui. Dans son cœur, elle avait déjà pardonné. C'est son mari depuis qu'elle a 16 ans. Elle a ouvert la porte, il est entré dans la maison comme ça, il est entré. Elle a dit, je suis restée très calme parce que je ne savais pas dans quelle position il était venu. Quand il entre et tout ça, il entre, il me regarde. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est le jour de la paix. Tu ne m'as pas viré l'argent. Elle lui a dit, Charan, aujourd'hui, effectivement, c'est jeudi. C'est aujourd'hui qu'on va me payer. Charan, tu es comptable. L'argent va arriver dans le compte quel jour? C'est pas demain vendredi? Maintenant, à 3 h du matin de jeudi, Charan, où est-ce que j'aurai l'argent des salaires pour te donner? L'argent n'est pas encore passé. Ce n'est pas que parce que tu es dehors que je ne veux pas te donner l'argent des salaires. Donc tu as peur que je ne vais pas te donner l'argent de mon salaire. Je vais te donner ça quand tu es mon mari, le papa de mes enfants. Ce n'est pas parce qu'on s'est pris la tête que je vais tout couper. Je sais qu'on a des charges, des engagements ensemble. Je vais te virer. Oh, il faut que tu me vires l'argent. Maintenant, il a eu honte. Il s'est rendu compte que l'argent n'était pas encore dans mon compte déjà à moi. Il pensait que je n'allais pas lui virer ça. Que j'avais un peu de virement automatique comme il était dehors. Il a vu seulement que j'ai regretté. Je suis partie. Comme il n'était pas à la maison, je dormais dans notre chambre. Je suis partie dans la chambre, je suis entrée. Il est parti, s'est assis au salon, peut-être pendant 1 heure du temps. Avec notre mentalité des Africains, des Congolaises, qu'il y a des choses qui s'arrangent quand vous vous mettez en couple, quand vous vous accouplez là. Charan, imagine, il est venu dans la chambre. Quelqu'un qui était entré en rage comme ça. Il vient, il entre là, il entre dans les lits. Il vient me provoquer comme pour me toucher. Je me dis, c'est mieux que je lui donne, hein? Comme ça, on fait la paix. Kabibi, quand tu entends que quelqu'un l'avait tué, c'est ça qu'on allait me faire. Quand tu entends qu'on a abusé d'une femme mariée, c'est ça qu'on m'a fait. Moi-même, je lui ai donné. C'est la première fois que ça s'est passé avec mon mari. J'ai saigné de partout. Je ne sais pas ce qu'il m'avait fait. Il m'a fait fort. Et il m'a pouillé sous le cou. Moi, j'ai fait 1,56 m, lui fait 1,80 m. Avec le poids des hommes, Kabibi. À un moment, je voyais que non, en fait, il est venu pour m'éliminer. J'ai regretté, je suis petite, j'étais couchée comme ça sous les lits. Il m'a fait fort, il m'a tourné, retourné.
J'ai saigné, j'ai regretté pourquoi j'ai ouvert la porte. J'ai commencé à penser au film. J'ai commencé à penser que quand les femmes, vous entendez que on avait mis l'homme 100 mètres là, ouvert la porte, là, c'est dangereux comme ça. Il a fait ce qu'il voulait comme un animal. Il m'a laissé là, il est sorti, il est parti dormir au salon. Je ne me suis jamais sentie sale comme ça. J'ai saigné. Je ne savais même pas si je devais me laver, si je devais faire quoi. S'il s'était mis quoi pour me blesser, je ne sais pas. Je n'ai rien dit. Le matin, il est resté là-bas, l'argent est passé, je lui ai viré. Il est venu me dire, donne-moi aussi les 250 là, que tu prends chaque mois. Tellement qu'il était dans la maison, quelqu'un que la police a chassé. Toi-même, tu l'as remis. Tu vas les faire sortir comment? La police sait qu'il n'est pas chez toi. J'ai pris tout l'argent, je lui ai donné. Le soir, je l'ai fait asseoir, j'ai dit, Sharon, c'est pour l'argent qu'on se tire comme ça. Il me dit, je t'ai déjà dit que dans cette maison, tu vas payer chaque centime de ta part. Il n'y a pas de part de faveur ici. Chaque centime de ta part. C'est exactement ça la phrase qu'il avait dit. Tu vas payer pour chaque centime de ta part. Donc la part que toi tu utilises là, tu vas la payer. Moi, je ne vais rien payer pour toi ici. Quand maintenant il dit payer, c'est moi et mes enfants. En fait, elle n'a jamais compris. Ils ont continué la vie. Le mois d'après, j'ai récupéré les 250. C'était trop me demander, même 250, je n'avais pas. Donc lui maintenant, il voulait acheter même les habits des enfants, même tout. Même à moi. J'ai dit non, je ne lui donne pas les 250 parce que j'avais repris le boulot. Ce mois-là, il voit, je n'ai pas donné les 250. Il vient et me dit, donne-moi l'argent. J'ai dit, je n'ai pas les 250. Sharon, moi aussi je suis une femme. Il a dit, je t'ai dit, tu vas tout payer. Personne ne garde son argent personnel ici. Donne-moi les 250. J'ai dit, je ne donne pas, Kabibi. Déjà, je ne dormais plus avec lui dans la même chambre. Je dormais dans ma chambre avec les enfants. Il viendra, il ouvre la porte à 3 h du matin. Il se met debout, il commence à me regarder. Je sentais mon sang qui circulait comme ça. Je me disais, il me regarde, pourquoi? Il me regarde, il réfléchit même 10 minutes. Il sort, il part. Pour 250 $ canadiens. Tu es dans le mariage, tu travailles. J'ai terminé ma formation. Sous pression de 250. Il ne me touchait plus. Il m'a dit, arrête de dormir avec les enfants. Va dormir dans la chambre parce que moi, je vais dormir au salon. J'ai refusé parce que j'avais peur de dormir seule dans ma chambre. J'ai dit, la façon qu'il vient se mettre debout là-bas, il peut me faire quelque chose en sachant que dans ma maison, tous les trousseaux de clés, c'est lui qui les a. Personne n'a une clé de chambre. Personne. Donc, je refuse. Moi, je dors toujours avec les enfants parce que mes filles ont déjà grandi. La pression était trop. J'ai terminé. Effectivement, au travail, on m'a promu. J'ai eu un poste supérieur. Je me suis dit, bon, Dieu m'a aidé. Je vais gagner un peu plus d'argent. Dès qu'on m'a promu, il savait. Parce que les fiches de paie viennent à la maison. Il m'a dit mon nouveau salaire. Il m'a dit comment ça s'est fait qu'on m'a promu. Et le mois passé, je lui avais viré exactement le même salaire. L'argent là, j'ai fait avec quoi? Il veut l'argent du mois passé et l'argent de ce mois. Que je rembourse l'argent qu'on m'avait payé le mois passé quand j'avais eu beaucoup d'argent là. Si on me payait 1000 €, le mois passé, on m'a payé 1300 parce qu'on m'a monté des grades. Moi, j'avais donné 1000 €. Où sont passés les 300? Donne les 300. La pression que le garçon là me faisait, c'était trop. J'ai appelé un jour ma soeur à Paris. Je lui expliquais mes malheurs et tout. Je n'aimais plus parler avec ma mère parce que ma mère prenait toujours son côté. C'est comme ça que ma soeur me dit, elle prie, elle a un pasteur qui est à Lubumbashi, au Congo, qui la suit et avec qui elle parle, que je parle un peu au pasteur. Moi aussi, je suis allée me faire musulmane et tout ça. Maintenant, la religion là, lui-même, il ne pratique pas. Elle a dit son mari ne prie même pas. Et il ne sait même pas pourquoi il avait fait convertir. Elle a dit chez moi, on ne prie pas. Ni Allah, ni Jésus, on ne prie même pas. Parce que il m'a fait convertir pour rien. Ce n'est pas un pratiquant, il ne part pas à la mosquée, il ne fait rien à part les ramadans. J'ai vu quelqu'un qui ne prie pas mais il fait les ramadans. C'est tout ce qu'il fait. C'est ça qui peut te montrer qu'il est musulman. À part les ramadans. Bon, après, elle travaille. Hein. Elle ne sait pas s'il respecte même les ramadans là. Mais elle croit qu'il respecte parce qu'il mange la nuit. Il mange le soir. À part les ramadans, le reste, il ne fait pas.
C'est comme ça que sa soeur lui dit, mais toi-même, tu n'es même pas pratiquante. Tu ne fais, en fait, ta maison est seulement comme ça. Comme vous ne priez même pas, redeviens religieuse, redeviens chrétienne. Pourquoi tu t'accroches que tu es musulman pendant que musulman là, vous ne priez pas ça? Donc, elle appelle le pasteur là, congolais. Le pasteur lui dit, lui, avant de prier pour quelqu'un, il faut que la personne aussi prie lui-même. Il faut qu'elle-même elle entre en prière. Ça fait longtemps, elle s'est déconnectée et tout ça, elle est un peu perdue. Il faut qu'elle fasse l'effort de prier. Tu connais prier, oh je sais prier et tout ça, on priait quand on était des petits. Le pasteur lui donne des prières, des psaumes à prier, des choses comme ça. Il lui dit, toi prie 3 jours, moi aussi, je prie 3 jours ici au Congo pour ton cas parce que tu vois les choses des mariages, c'est sensible. Il y a les enfants, il faut que Dieu nous guide vraiment, que Dieu nous parle. Moi, Dieu va me parler, toi aussi Dieu va te parler et puis on va comparer parce que toi et moi, on va prier le même Dieu. Donc elle est en train de prière. Elle dit, elle, quand elle a prié, dans ses rêves, le premier jour d'abord, elle a rêvé son beau-père, le mari de elle, le papa de son mari. Elle a rêvé sans vêtements, avec sa partie intime qui était un serpent. Ça, c'est elle qui rêve au Canada. Le deuxième rêve, elle a rêvé une marmite qui était sur le feu de bois, qui bouillissait, et puis on disait que cette marmite ici, quand le feu va terminer, la marmite va se renverser et le mariage aussi va se renverser. Si ça ne se renverse pas, ça veut dire qu'une personne doit mourir. Ça, c'est dans les rêves, c'est comme s'ils sont autour d'une marmite. C'est ce qu'on est en train de leur dire, elle et son mari. Maintenant, comme elle n'avait pas la maturité, on va dire chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va raconter ses rêves à son mari. Elle va dire à son mari que j'ai rêvé ton papa tout nu avec sa partie intime qui était un serpent. Elle dit, quand elle a dit ça à son mari, là, son mari a regardé, il n'a rien dit. Il lui a jamais rien répondu. Que tu es bête, tu es intelligente, tu as trouvé, tu as découvert, waouh, c'est super. Rien du tout. Il lui a jamais rien répondu. Il a seulement compris qu'elle a commencé à prier les choses des chrétiens. Maintenant, le pasteur de son côté aussi, il a fait le même rêve de la marmite. Mais par contre, lui, le pasteur, à Lubumbashi, il a rêvé qu'il y avait une femme âgée qui la suivait. Donc, il a fait les rêves de la femme âgée et le rêve de la marmite. Donc, elle a rêvé ça au Canada. Le pasteur aussi a rêvé ça à Lubumbashi. C'est quand elle a compris que, ah, ça c'est quel message. Bon, elle ne m'a pas donné l'interprétation de ces messages-là au final. Mais le pasteur, après l'avoir écouté en tant que papa, en tant qu'être humain, il lui a dit, ma soeur, ma fille, moi je suis un homme aussi, je suis marié. Hein? J'ai une femme. Un homme qui te dit des choses comme ça. Pourquoi tu appelles ça le mariage? Même quand on entend qu'en Europe, les gens font 50-50. 50 jusqu'à l'argent des vernis. Donc, toi, en tant que femme, d'accord, tu peux payer les loyers, tu peux rembourser la maison, tu peux payer la voiture, vous partagez tout. Même l'argent des bigoudis, tu n'as pas. Il dit, un homme africain qui a grandi en Afrique, parce que tu as dit que tu l'as rencontré au foyer. Donc, il est venu en Europe peut-être à 15 ans. Il a des parents africains pratiquants. Donc lui, c'est comme ça qu'il entreprend une relation avec une femme. Il a dit, tu peux tout dire. L'Afrique, c'est l'Afrique. Que ça soit quel pays, même si l'homme est radin, mais même 5 euros, même 10 euros, il va te laisser. Un homme qui te prend tout, qui se met dans tous ses états pour l'argent. Même si tu donnes l'argent des enfants. Maintenant, les 250 qui suivent là, c'est pourquoi. Le pasteur lui a dit, moi je te donne conseil en tant qu'un papa, un homme. Ça, ce n'est pas un mariage. Un mariage où tu bois des médicaments de tension, tu veux faire AVC, tu as quel âge? Parce que la maman qui nous a appelés aujourd'hui là que je vous parle, en 2024, elle aura 40 ans, 00. C'est une jeune fille. Donc quand elle racontait tout ça là, elle avait les trentaines. Le pasteur lui dit de divorcer. Il lui dit, sépare-toi, ça ne sert à rien ma fille, tu perds le temps. Quel jour tu auras le bonheur? C'est vrai, tu es en villa, tu as une belle voiture que tu ne roules pas. Mais tu n'es pas heureuse. Ton cœur souffre déjà des maladies des vieux. Ça, ce n'est pas le mariage. Donc, elle est convaincue qu'elle doit divorcer. Sa soeur aussi lui dit de divorcer. Sa meilleure copine du Canada lui dit de divorcer. Elle prend la décision. Elle dit, je vais aller dire à Sharon qu'on va divorcer. Elle vient lui dire, Sharon, avec tout ce qui se passe entre nous et tout, j'ai réfléchi. Moi, je veux qu'on divorce. Il la regarde. Maintenant, tu veux qu'on divorce, comment moi je vais faire pour payer la maison ici? Elle dit, quelqu'un qui te connaît depuis que tu as 16 ans, tu lui dis que tu veux que vous divorciez, il te demande comment il va faire pour payer la maison.
Lui, son problème, c'est la maison. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas votre amour. Ce n'est pas votre union. Lui, comment il va payer la maison? Elle est restée bouche bée. Elle a dit, je ne sais pas. Parce que dans cette maison, je ne vois pas ma place. On ne se comprend pas et tout ça. Moi, je suis épuisée. Toi, tu as vu que je suis épuisée. Je trouve que ça ne me sert à rien. En fait, je ne suis pas heureuse et tout et tout. Et ça, ce n'est pas le problème. Mais la maison, on a un engagement. Moi, je ne veux pas vendre la maison. Hein. Moi, je ne peux pas être cassé la tête, acheter une belle maison comme ça avec une piscine creusée au Canada. Et puis, je vais la vendre parce que tu veux qu'on divorce. Ah non. Il faut que tu calcules, toi, tu vas vivre de quoi? Parce que moi, tu dois me donner l'argent pour rembourser cette maison. Hein. Elle était tellement dépassée. Il n'a pas dit non au divorce. C'est comme ça que, bon, elle dit on va entamer les procédures de divorce. Dans la procédure de divorce, la démarche est que c'est elle qui doit partir. Parce qu'il a dit c'est sa maison à lui. C'était son idée, c'était son intelligence, c'était ses efforts, ses économies. De toute façon, hein, Sharon là, il a trop d'autorité sur elle. Il est comme son papa. Lui-même, il disait qu'il est comme son papa. Donc c'est elle qui doit partir de la maison. Elle ne voulait même pas discuter. Elle a accepté de partir de la maison. Elle a commencé à faire les démarches, chercher une petite maison et tout et ça, un petit appartement et tout. Elle a trouvé avec son travail, hein, comme elle travaille à la fonction publique et tout, elle a trouvé une maison. La pression maintenant, la pression pour l'argent. Elle a dit, imagine, pendant le moment que je cherchais la maison, il venait se mettre debout la nuit comme ça, il me regarde. Il vient se mettre debout la nuit comme ça, il me regarde. Surtout quand j'ai trouvé la maison, il était au courant. Je lui ai dit que j'ai trouvé la maison. Prenons que j'ai eu la maison, nous sommes le 7. On me dit que la maison sera disponible à partir du 15. Maintenant, moi, je lui dis, je vais déménager à la fin du mois quand on va me payer. Maintenant, du 7 au 15, là, il y a comme une pression dans la maison parce que moi, je suis en train de fermer mes affaires. Il m'a dit, tu ne fermes rien avant que je sois là. Bon, comme lui travaillait à la maison, dès que moi, je rentre du travail, je prends même une valise, je veux qu'on s'en ferme. Il vient, il se met debout, il regarde. Elle dit, Kabibi, tu vois, moi, je suis sortie de cette maison-là hein, avec mes habits de la friperie. Mes habits de 1 euro, 2 euros, là, c'est ça que j'avais fermé dans mes valises. Je n'ai pris ni fourchette, ni verre, ni micro-ondes, ni rien du tout. Main bredouille. Tu vois, ma mère, quand on lui avait pillé, on lui a pillé même les carreaux de la maison. Elle, quand même, c'était sa maison. Moi, c'était ma maison avec mon mari, mais je devais partir de là avec mes affaires à moi, l'être humain, la personne. Pas les affaires que j'ai achetées, mes affaires personnelles. Donc, il m'a tellement contrôlée. Quand c'est arrivé, prenons que le 15, le jour que j'ai récupéré les clés, la nuit, quand je dormais, il se met debout, il me regarde. Debout, hein, toi, tu es là couché avec les enfants. Il me regarde. J'ai tremblé. Je me demandais, il me regarde, il pense à quoi? Il veut me faire quoi? Il regrette. Tu vois, j'étais mélangée parce qu'à la base, je l'aime. Je l'aimais beaucoup. Pour moi, j'avais envie qu'on s'explique, qu'on se pardonne, qu'on continue seulement. Par moment, donc, tu vois, des choses comme ça me traversaient l'esprit. Un jour, elle a dormi. Une voix lui dit, lève-toi et pars d'ici. C'est le moment. Pars d'ici, c'est le moment. Pars d'ici, en plein 2 heures du matin. Elle dit, une voix, tu vois comme on parle comme ça, on s'entend. Elle te dit, pars d'ici, c'est le moment. Elle dit, Kabibi, je n'ai jamais compris, c'était Dieu ou c'était les diables, cette voix-là. Je ne sais pas, mais une voix, on me parle comme ça, que pars d'ici, c'est le moment. Maintenant, la façon que lui me regardait par la porte, je me suis dit, que je parte parce que à 3 heures du matin, il viendra me tuer. Il va se passer quoi? Comme je dormais avec les filles, je me suis réveillée. J'ai réveillé mes filles parce que mes filles voulaient venir avec moi et ils le savaient. Kabibi, je suis sortie sur la pointe des pieds. Tu vois, moi, j'ai quitté de chez moi comme une voleuse. Tu vois, les voleurs du Congo, quand ils entrent, ils marchent comme ça. C'est comme ça que j'ai quitté chez moi. Sur la pointe des pieds. On est sorti de... Comme mes valises, quand je les fermais, pour que je rajoute rien, ils mettaient ça en bas à la cave. Je suis partie, j'ai pris mes valises à la cave, Kabibi. J'ai appelé un taxi. Le taxi s'est arrêté loin. On est sorti avec les valises, avec les enfants. La nuit, à 2 heures du matin. C'est peut-être Dieu qui l'a endormi pendant que lui, il a le sommeil très léger. Je ne pense pas qu'il m'avait vu. Parce que le trouble qu'il m'a fait le lendemain, il ne m'avait pas vu. J'ai fui de chez moi à 2 heures du matin. Je suis partie chez moi, je suis entrée. Bien sûr, il savait où j'habitais parce qu'il avait l'adresse.
Je suis partie avec les enfants. Le lendemain, il m'a fait les troubles. J'ai fui la maison et tout. Mais j'étais déjà chez moi. Il ne pouvait pas venir me taper là-bas ou me faire quoi que ce soit. Et puis me regarder la nuit quand je dors. Donc quand j'arrive là-bas, je suis avec les filles. Il me dit non, tu ne peux pas passer avec les filles et tout ça. Il faut qu'on aille au tribunal, on est mariés et tout ça. Donc, le premier temps, moi j'habitais avec les filles. C'est pour ça qu'elle nous a appelés, pour cette partie. Elle dit, quand elle est partie, tellement qu'elle est bien éduquée, elle a un bon état d'esprit. Elle a refusé de lui porter plainte la première fois parce qu'elle a pensé à son travail à lui. Hein. Elle a pensé à son travail que demain. Quand elle est partie avec ses filles, elle a fait asseoir ses filles, elle les a expliqué qu'avec papa, ça ne va pas et tout. Comme on vous avait dit qu'on doit se séparer parce qu'on ne s'entend pas, les enfants lui ont demandé, maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Sa fille aînée avait 12 ans, la deuxième avait 11 ans. Elle lui dit avec papa, bon, c'est compliqué, on a des petits soucis, c'est pas à cause de vous. Elle dribble les enfants. Ça, c'est elle. Le papa, il part faire la démarche, il est intellectuel, il est intelligent. Porte plainte et tout ça qu'elle a fait avec les enfants. Personne ne lui a attribué la garde des enfants et tout. Elle a un appartement pourri, un petit appartement. Lui, il a une maison, il fait la garde complète des enfants, il gagne mieux qu'elle et tout. Il a avancé tous les arguments. Maintenant, pendant la procédure, là, on a dit qu'il fasse garder, partager avant que les juges décident. Les enfants partent la semaine d'après chez le papa. Elle n'a rien dit, non, elle a camouflé. Quand ils arrivent là-bas, le papa fait réunion de famille, il fait asseoir les 3 enfants. Le garçon était resté, non? Il leur dit, hein, votre maman, c'est une voleuse. On s'est séparés parce qu'elle volait l'argent du budget. Elle était dépensière, égoïste. Elle ne pensait qu'à elle. L'argent manquait dans la maison ici. Heureusement que j'étais éveillée. Votre maman a un mauvais comportement parce qu'elle manque comme elle respire. Quand elle vole même 25 $ ici pour accepter, pour rembourser, elle ne pense qu'à elle. Et tout ça, il a démoli chez les enfants à un point que, attends, quand on arrive chez les juges, tout ça, moi, je ne sais pas. Il a déjà bien dressé les enfants. Les petites filles sont venues me demander, ah, maman, toi, tu volais l'argent des papas. Hein? Tu volais l'argent des papas. Moi? Elle a dit, Kabibi, est-ce que, en tant que parent, vous devez commencer à dire aux enfants, papa a dit ça, il a menti. Maman a dit ça, il a menti. Je ne pouvais pas penser à un truc comme ça. Je suis restée bouche bée. Mais je ne savais pas qu'il les avait dressés. On arrive devant les juges. Ma propre fille, ma fille qui était partie habitant N'Djamena, Safia, elle dit au juge, monsieur le juge, s'il vous plaît, sauvez-moi. Ne me laissez pas habiter chez maman. Que les juges la sauvent de moi, de mes griffes. Mon enfant dit ça devant moi. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit pour que mes enfants pensent ça de moi. Les enfants pour lesquels je me sacrifiais. Les enfants que je ne voulais pas qu'ils grandissent sans parents, sans papa, parce que moi j'ai grandi sans papa. Les enfants pour lesquels j'ai décidé de me marier avec lui parce que je ne voulais pas répéter ma vie. Moi j'ai grandi chez maman sans papa, j'ai fini ma vie au centre, au foyer. L'enfant l'a dit, hein, qu'on la sauve de mes griffes. Parce que j'ai crié. Je suis énervée, je suis une voleuse, je suis une menteuse, une égoïste, je ne pense qu'à moi. Les juges sont restés bouche bée. Ma première fille, quand on lui a demandé avec qui tu veux vivre pour commencer à aller en vacances, elle a dit qu'elle veut vivre avec son papa parce qu'elle a sa chambre, elle a sa maison, leur papa est gentil, c'est moi qui ai des soucis, je m'énerve, j'écris, parce que quand j'avais déménagé, la pression là, il m'appelait quand les enfants étaient là. Et il me provoquait et je m'énervais et j'ai crié. Et j'ai crié devant les enfants, j'ai lui crié à lui. Parce qu'il m'énervait, j'avais compris qu'il avait inventé des choses aux enfants. Il voulait les dresser contre moi. Donc les enfants, quand ils partaient chez lui, ils disaient, vous voyez comment ça se passe? Elle crie, vous entendez comment il m'insulte? Vous entendez comment il m'a piégé? Bref. Il a eu la garde des enfants. Il a eu la garde des enfants à temps plein. Elle lui paye la pension alimentaire. Ça lui permet de payer la maison. Il vit sa vie. Ça fait 4 ans qu'elle vit seule. Son fils aîné ne lui parle plus à elle. Parce que son papa l'a dressé. Il a dominé l'enfant. Il
tabassé l'enfant là quand je suis partie. Parce qu'elle est partie il y a 4 ans. Cette année, son enfant aura 18 ans. Cette année, son enfant aura 18 ans. Donc, où il a eu 18 ans déjà, 19 ans peut-être. Son enfant là, quand elle est partie, le papa le tabassait pour le dominer. Elle dit, mes enfants sont dressés comme ça par Brian Kabibi. Tous mes enfants ne m'aiment pas. Mes 3 enfants, mes 2 enfants que j'ai accouchés prématurés. Elles viennent, elles me voient le week-end, elles préfèrent qu'on se voie dans la rue pendant que j'ai une maison. Parce que ça me vexait tellement. Tu les appelles, ils ne veulent pas. Pas parce qu'il les a interdits, parce que les enfants t'ont vomi. Les enfants ne veulent pas eux-mêmes. Tu vois, les enfants d'Europe, ils parlent. C'est, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Tu tiens à ce qu'on se voie ce week-end? Ça, c'est pas lui qui leur dit de dire. Ton enfant te appelle, te demande, maman, tu tiens vraiment à ce qu'on se voie ce week-end? Ben, si tu veux, tu peux venir au McDo, maman, il faut encore qu'on aille jusque chez toi, là-bas, loin là-bas. Viens seulement, on se voit même au McDo, non? D'ailleurs, j'avais vu une jupe là, H&M, tu peux pas m'acheter cette jupe-là? J'ai une relation comme ça avec mes enfants. Et avec mes filles, parce que mon fils, il ne veut pas me voir. Mon fils, il a fait le choix de ne pas être en contact avec moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Les enfants pour qui j'avais acheté les crevettes, on voulait me manger. Les enfants que j'ai gâtés. Les enfants pour qui j'ai pleuré que je n'ai pas acheté les baskets. Mes enfants ont les baskets trouvaient les manteaux courts. Mes enfants portent la fripée. Ces enfants-là ne veulent plus de moi. Ils me parlent, enfin, mes filles me parlent. Mais ma fille cadette, comme elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait dit au tribunal, au juge, elle est très froide avec moi. Parce qu'elle n'est pas bête. Elle sait ce qu'elle avait dit. Elle est très consciente que ça m'avait blessée. Elle avait vu mon attitude, mon étonnement. Et ces phrases-là ont créé une relation de barrière entre elle et moi. Pas parce que je ne veux pas, parce qu'elle ne me veut plus. Elle se méfie de moi, c'est ça le mot. Elle se méfie de moi, elle se dit, c'est pas possible que je lui ai pardonné. Mais moi, je suis sa maman. Tous les jours, je lui dis que je l'aime, qu'elle est mon enfant, qu'ils sont tout ce que j'ai. Et tout ça, j'essaye de flatter. Je laisse des voices à mon fils. Il ne répond pas, il écoute. Il s'en fout en fait. Il s'en fout de moi. Je me t'ai dit, je ne veux pas sombrer en dépression parce que le pasteur là m'a beaucoup accompagné à Lubumbashi. Beaucoup m'a remonté. J'ai recommencé à prier, à prier, à prier. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu encore un autre boulot que sa cousine l'a connecté. Elle a quitté là où elle était là-bas, à la fonction publique. Elle est partie travailler dans une autre société. Elle a changé d'atmosphère, changé de cadre. Parce que là-bas, à la fonction publique, tout le monde la connaissait. Tout le monde voyait comment elle était déprimée. Les gens connaissaient son histoire. Elle est partie, genre, recommencer une nouvelle vie. Elle a son appartement. Ces enfants-là, vraiment venir chez elle. Ils peuvent venir une fois par mois. Le week-end qu'on leur donne là, s'il fait 3 fois qu'ils n'ont pas envie de rester dans la rue avec elle, ils viennent. Ils doivent venir chez elle. Mais ils ne veulent pas. Alors, elle est partie sur la base que forcer une relation, ça ne sert à rien. Elle a le droit de les prendre. Mais ils ne veulent pas. À quoi ça sert d'amener des gens qui boudent? Ils n'ont pas envie. Ils sont chez toi, tout est mauvais, tout est moche, ils n'ont pas envie de te parler. À quoi ça sert de les amener chez toi? S'ils me disent, on se rencontre, ah maman, ah, moi aujourd'hui je suis fatiguée, maman, on attend seulement les week-ends là d'après, non? Tu vas dire quoi? Non, viens seulement mon enfant, moi je t'aime, viens seulement. Quelqu'un n'a pas envie de te voir, il ne voit pas l'utilité de te voir. Maintenant tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est ton tour de Noël. Ils ne veulent pas venir fêter Noël avec toi. Ils ont leur projet, leur programme. Tu insistes, je vais préparer, que je prépare quoi, que je fasse comme si, que je t'achète quoi comme cadeau. Les enfants sont seulement un genre. Elle a dit c'est ça sa vie. Elle en souffre beaucoup. Elle pleure beaucoup pour ça, mais elle a beaucoup prié aussi pour ça. Elle a beaucoup prié, comme elle m'a dit, Kabibi, je suis un cœur à prendre. Il me faut rencontrer l'amour. Un bon tonton chrétien. Chrétien, elle ne veut plus des musulmans, ils l'ont traumatisée. Elle n'est plus musulmane, elle prie chrétien maintenant. Elle a dit, je viens d'avoir 40 ans, ou elle aura 40 ans cette année. Je veux vivre. J'ai envie de vivre ma vie. Le Brian là, c'est le seul homme de ma vie, si je peux dire. Je ne connais pas d'autre homme à part lui. Il m'a détruit, il m'a montré tout. Il m'a montré que c'est moi qui voulais le garder, qui voulais cette relation.
qui voulait vivre avec lui. En fait, lui n'avait rien à foutre de moi. Mais le problème, il n'est pas marié. Hein. Il n'a pas mis de femme dans cette maison-là. Il est toujours seul. Elle ne connaît pas sa vie intime et elle ne veut même pas savoir. Ils sont dans la même ville. Ils ne se rencontrent pas. Ils sont dans une très grande ville au Canada. Elle fait sa vie comme ça. Elle regarde les Kabibi Show. Elle est sur YouTube. Elle part au travail. Elle a essayé de se créer des amis et tout ça. Mais tu étais quand même dans une vie de mariage. Elle est partie de cette vie-là à 36 ans. Elle a connu Brian à 16 ans. Donc, c'est comme si elle a fait 20 ans de vie avec lui. C'est comme s'ils ont passé 20 ans de vie ensemble. Gommer quelqu'un de ta tête après 20 ans, c'est pas rien. C'est pas rien. C'était très dur. Tu étais une maman comblée par tes enfants. Tu étais une femme qui te battait tous les jours pour tes enfants. Donc, tu avais une motivation. Tu avais une façon de vivre. Tu avais un état d'esprit maman dans ta tête. Tu étais maman. Tu faisais les choses en fonction de tes enfants. Tu ne sortais pas, tu ne faisais pas comme ça. Un coup, tu te retrouves libre. Sans mari, sans enfant, sans pression de rien du tout. Tu n'as pas la pression de rentrer vite parce que tu dois préparer. Non. Tu n'as pas la pression de dire je pars où. Non. En sachant que quand elle était avec Sharan, ses amis l'avaient déjà chassée du groupe parce que à chaque fois qu'on l'invitait, elle ne venait pas. Tu l'invites à une fête, Sharan a dit non. Sharan a dit non, Sharan a dit non, tellement de noms qu'on ne l'invitait plus. Elle n'avait pas d'amis, elle était isolée, elle était seule. Elle avait que sa seule copine avec qui elle parlait de temps en temps au téléphone. Maintenant, tu te réveilles un matin, tu es libre comme de l'air. Tu sais que tu es tellement libre que tu as peur de sortir, tu as peur de la liberté. Elle dit, moi, j'ai été dominée par Sharan depuis mes 16 ans. Il avait ce caractère fort. Il me guidait, il me gérait. Je faisais tout ce qu'il voulait. Mon argent, j'ai donné mon corps, mon temps, mon intelligence, mon énergie. J'ai travaillé pour lui à la maison, j'ai préparé, j'ai lavé les habits, j'ai repassé. Je faisais tout pour lui. Maintenant, me lâcher comme ça, je me suis sentie comme nue, comme abandonnée, comme libre, comme si on t'a chassé de la terre promise. C'est très dur pour moi. C'était vraiment dur au début, mais là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle est partie, donc elle commence à s'habituer. Elle a partagé cette histoire pour dire à une femme que le mariage c'est très bien, mais il faut bien se marier. Parce qu'après la grossesse, il m'a dit qu'il voulait aller au Canada. Il voulait aller faire sa vie. En fait, c'était clair. Il n'y avait rien qui nous liait. Mais moi, j'avais l'impression qu'il me couvrait, qu'il me protégeait. Parce que les jours qu'il est venu dans ma vie, à l'école ce jour-là, c'était pour me protéger. Donc, je suis restée que c'est lui qui doit me protéger. Il voulait partir au Canada, c'est moi-même qui ai décidé de le suivre. C'est moi qui ai foutu la pression à maman pour que j'aille au Canada. Pendant qu'en Allemagne, j'avais déjà une tente, une base. Je suis allée m'isoler au Canada avec lui. Lui, il avait sa famille. Moi, j'avais personne au Canada. Mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Il fallait que j'aie mes enfants avec lui. Je les ai eus avec lui. Mais j'ai encore 40 ans, je ne peux pas encore avoir d'autres enfants. Je ne peux pas encore me remarier. Je ne peux pas encore faire une autre vie. Elle a partagé cette histoire pour dire qu'il y a des relations toxiques. Qu'une relation dans laquelle tu es, quand toi tu n'as pas de mots, tu n'as rien à dire, ce n'est pas une bonne relation. Or ça, elle le sait depuis très longtemps. Dans leur relation, c'est lui qui décidait. Si lui il avait dit partir aux États-Unis, j'allais partir aux États-Unis. S'il m'avait dit d'aller en Suisse, j'allais partir en Suisse. Il est venu, il m'a fait un enfant. À cause du logement, que ma tante m'avait donné un faux logement, il m'a abandonné, il m'a quitté. Naïve que j'étais, je n'ai même pas su trouver un copain. À l'époque, là, j'avais qu'un enfant. Je me suis tapé un homme marié parce qu'on me l'avait donné. Pas parce que je l'avais choisi. Parce que ma copine me l'avait donné. Donc moi, j'étais dans l'incapacité de décider pour moi. J'étais habituée à ce que Sharan décide pour moi. Donc, comme lui n'était plus là pour décider, ma copine m'a décidé qu'elle sort avec un homme marié. Je suis sortie avec un homme marié. Elle dit, tu vois, Elle dit, c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle était naïve. Elle était naïve, mais elle a appris de sa propre expérience. Moi, c'est ça que je peux te dire. Prends soin de toi. Le bonheur, ce n'est pas seulement les mariages. Le bonheur même, ce n'est pas seulement être avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, qui regrettent quand ils étaient seuls. Ils regrettent même. Ils se disent même quand j'étais seule, j'étais bien. C'est bien d'être en couple avec quelqu'un avec qui tu t'entends.
avec quelqu'un que tu aimes, avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. C'est vrai que l'amour parfait n'existe pas, mais il faut quand même qu'il y ait 60% de bonheur dans ce couple-là. Parce que là, tu as quand même l'occasion de respirer, de reconstruire, de vivre, d'apprendre à être toi, de t'aimer, d'être heureuse. Moi, ce que je vais te dire, ne te focalise pas sur l'amour pour tes enfants. Parce qu'à ce jour, c'est ça qui te fait souffrir. Ça veut dire que tu gardes ton cœur dans la souffrance. Quand tu étais marié, tu souffrais parce que tu voulais que ces enfants-là soient heureux. Tu t'es battu pour les baskets, pour les manteaux et tout ça. C'était pour les enfants. Aujourd'hui, il a manipulé les enfants. Les enfants t'ont rejeté. C'est pas grave, ils sont enfants. Ils ont l'intelligence des enfants. Tu as laissé ton enfant à 11 ans, l'autre à 12 ans, l'autre à, je sais pas, à 16 ans. Ce sont des enfants, ils les ont manipulés. Tu as dit qu'il est intelligent. Mais ils ne vont pas rester éternellement enfants. Ils vont revenir. Donc maintenant, dès leur âge-là, à ceux qui vont revenir, toi tu es en train de souffrir. Et tu as l'intention de continuer à souffrir. Pour être heureuse quand ils vont revenir. Non, sois heureuse déjà aujourd'hui, seule. Sache que ce sont tes enfants, ce sont des filles. Elles vont grandir. Elles vont comprendre. Il ne va pas rester célibataire. Il va trouver notre femme. Il va trouver notre vie. Il peut me rentrer en Jamena. Elles vont comprendre, quelle que soit la vie qu'il va leur offrir. Elles vont comprendre. Tu as dit quand il est parti, il a commencé à taper ton fils. Il ne tapait pas ton fils quand tu étais là. Un jour, il va comprendre pourquoi papa m'a tapé. Ils vont grandir. Donc maintenant là, ce que tu es en train de faire, c'est changer de forme de souffrance. Parce que tu t'es habitué à souffrir. Tu as habitué ton cœur à souffrir. Tu étais tombé dans les bus. Tu m'as dit que tu t'étais évanoui une fois au volant de ta voiture là. C'est quand ça avait commencé, c'était les premiers signes. Tu as failli t'évanouir, tu as freiné. Mais tu es tombé dans le bus. On t'a dit que tu as failli faire un AVC. Que tu t'es créé des problèmes de cœur. C'est à cause de quoi? La situation que tu vis, que tu traverses. Maintenant qu'on t'a laissé un peu seul pour souffler, toi tu vas t'imposer la souffrance du manque des enfants. La souffrance que mes enfants ne me parlent pas. Mes enfants me boudent, ne me calculent pas. Enlève tes enfants dans ta tête dans le sens où ils ne te calculent pas. Dis-toi que tes enfants sont heureux là-bas. Déjà, ils ont choisi d'être là-bas parce qu'ils pensent qu'ils sont plus heureux qu'avec toi. Donc, toi, apaise-toi en te disant, merci Seigneur, mes enfants sont heureux. Mes enfants grandissent dans une maison des rêves. Comme tu avais dit, c'était ta maison des rêves. Maison avec piscine. Mes enfants grandissent dans de bonnes conditions. Leur papa est comptable, il a beaucoup d'argent. Tes enfants grandissent bien. C'est leur papa, il les aime. Parce que s'il veut les garder, c'est parce qu'il les aime. Donc toi, mets-toi dans ta tête que tes enfants sont heureux, même si c'est sans toi, mais que la joie de tes enfants te donne la joie à toi. Ne te focalise pas sur « mes enfants m'ont jeté ». Si tu développes « mes enfants m'ont jeté », ça va faire souffrir ton cœur. Ça va détruire ta santé. Ça va détruire ton temps. Le temps que Dieu t'a donné en ce moment pour te reconstruire, vivre un peu ta vie. Tu travailles, tu as un bon boulot. Tu es dans un grand pays. Tu vis dans de bonnes conditions parce que tu es seul. Tu es maniaque. Chez toi, c'est propre. Tu vis comme tu veux. Pourquoi tu ne peux pas profiter même de ces temps-là de te faire du bien à toi-même? De te faire du bien parce que toute ta vie, tu t'es préoccupé, soit pour lui, soit pour les enfants, soit pour ta situation, soit pour l'argent, soit pour le comportement de Charan. Non. Vis un peu. Tu sais, le bonheur, il se crée. Il s'invente même. Le bonheur, c'est dans la tête. Le bonheur, c'est mental. La preuve, toi, tu étais en villa avec les grosses voitures et tout ça, tu étais malheureuse. Le bonheur, c'est mental. Décide que tu es heureuse, décide que tu es bien, décide que tes enfants sont bien. Tu vas voir cette relation-là sous une autre forme. Si tu penses que tes enfants sont bien, ben, tu vas voir que s'ils ne viennent pas, ben, ils n'ont pas le temps. Positive. Maman, maman, moi j'ai la flemme. Dis-toi, c'est l'adolescence. Pourquoi tu t'accroches que il leur a dit, mais elles sont aussi adolescentes. Les adolescentes ont des comportements bizarres. Elles vont grandir. Elles ont des 15 ans, 16 ans aujourd'hui. Elles sont des adolescentes. Elles ont peut-être des copains qui leur cassent la tête, le papa qui fait je ne sais pas quoi. Mets-toi dans ta tête que, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais tu ne restes pas. Pourquoi quand moi je l'appelle, elle ne veut pas? Maintenant, je l'avais téléphoné. Depuis que je l'ai appelée à 7 h, elle a vu mon téléphone, elle est toujours sur les portables. Il est 17 h, elle ne m'a même pas répondu. Ah, vraiment, Charan, les enfants là. Charan, vraiment m'a arraché les enfants, mon Dieu. Ah, moi, vraiment, je me suis battue toute ma vie. Ma fille Safia, là, j'étais avec elle à l'hôpital, elle a oublié. Eh Dieu.
Maman, tu vas faire ça combien d'années? Combien de temps tu vas faire ça? Toi, tu es en train de pleurer Safia. Safia a des problèmes avec son copain. Safia ne rentre pas dormir dans la villa de son papa. Safia mange, Safia rigole. Ne t'impose pas ça. Ne t'inflige même pas ça. 40 ans, c'est quand la vie commence. Fais-toi belle. Trouve-toi des amis. À l'église ou quoi que ce soit là. Prends la vie du bon côté. Prends tout ton amour. Donne ça à Jésus. Donne ça à Jésus, il n'y aura plus la place pour pleurer pour les gens. Prends seulement ton cœur là. Tu dis, Jésus, tu vois comme tu es là. Moi, vraiment, il n'y a que toi. Donne-toi à Jésus, basta. J'aime pas dire qu'elle soit religieuse. Ce n'est pas ça. J'ai dit, remplis ton cœur d'autre chose. Comme il n'y a rien d'autre, remplis ça de Jésus. C'est tout. Prends la vie du bon côté. Les mauvaises réponses là, positives. Apprends à les justifier pour que ça ne te fasse pas mal. Maman, je n'ai pas envie. Dis-toi, oh, peut-être qu'elle n'a pas envie parce qu'elle a ses périodes. Hein. Tu sais qu'elle savait qu'elle avait les périodes, elle avait mal au ventre vraiment. Donc, je la comprends pourquoi elle va rester là-bas. En tout cas, passe un bon week-end, ma chérie. La prochaine fois, tout ça. Sois gentil. Pas par mascarade. Dans ta tête. Dans ta tête. Ça va te soigner. Parce que à quoi ça sert de rester seul pour se morfondre, pour pleurer, pour grincer les dents, pour être... En fait, tu es en dehors de leur vie, mais tu es toujours malheureuse. Tu continues à boire les médicaments. Ne bois plus les médicaments là, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu es dans le même état en fait. Tu es dans une autre lutte. Tu étais chez lui, tu étais dans une lutte pour les aider, pour que les enfants soient bien. Maintenant tu es dehors, tu es toujours dans une lutte pour maintenant être avec ces enfants-là. Pourquoi toi tu dois lutter comme ça? Tu es dans un pays développé, tu es intelligente, tu as un travail, tu es bénie. La bénédiction ce n'est pas seulement avoir un mari, tu es en bonne santé. Tu as une maison, tu as un travail, tu es dans un bon pays, tu es bénie. C'est que tu as beaucoup de gens n'ont pas. Donc, tu es quand même béni. Il ne faut pas regarder seulement la bénédiction que tu n'as pas, que oh, je n'ai pas les enfants, je n'ai pas le mari. Le mari, là, il viendra. Toi, tu as les soucis des enfants. Ça va marcher comment? Tu vas le saouler avec tes problèmes de tes enfants? Et maintenant, quand j'avais appelé Safia, maintenant, il m'a dit ça. Maintenant, mon fils, là, ça fait 4 ans, il ne m'a pas téléphoné. Maintenant, leur papa avait... Non. Non. Ces enfants-là vont grandir. Tu habites dans la même ville qu'eux. Ils vont te chercher. Ils vont se rendre compte. Quand les copains vont les larguer et tout ça, ils viendront te raconter, maman, tu sais que les garçons, là, ça se passe comment? Ils vont revenir, elles seront des femmes. Toi-même, tu m'as dit à un moment, tu ne parlais plus à ta mère. Tu t'es dépassé avec les choses des charades. Tu n'es pas retourné chez ta mère. Maintenant, c'est quoi la différence entre toi et tes enfants? Il n'y a pas de différence. En tout cas, ça, c'est mon point de vue et que ton traitement doit commencer déjà par positiver. Enlever les soucis des enfants. Ils ne sont pas chez une marâtre pour le moment. Ils ne sont pas dans la famille de leur papa au village. Ils sont chez leur papa qui a l'argent. Dans de très bonnes conditions. Tu t'es fait les soucis de quoi? Ce n'est pas comme si tu ne connais pas Sharon. Tu connais très bien Sharon. Toi-même, tu m'as dit que tu es tombé amoureux de son fils, ton fils là, quand tu l'avais accouché. Tu sais qu'il aime beaucoup ses enfants. Il ne va pas leur faire de mal. Maintenant, toi, tu as les soucis de quoi? Tu as les soucis de quoi? Tu n'as pas besoin de te soucier. Fais ta vie, sois heureuse. Tu verras que tu auras les choix des hommes. Tu auras les choix des hommes. Parce que tu as un bon boulot, tu as l'argent, tu es seul même, il t'a déjà déchargé. Tu auras les choix des hommes. Ces hommes-là, tu n'as même pas l'occasion de les voir parce que tellement tu es concentré sur la vie de tes enfants. Être heureuse avec un homme, ce n'est pas parce qu'il est chrétien. Détrompe-toi. Il y a les sœurs mariées avec des frères qui cherchent par où sortir. On avait raconté l'histoire d'une maman pasteur ici qui était en Afrique du Sud. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Sœur en Christ, mariée à un pasteur. Elle cherche la fenêtre par où sortir. Ce n'est pas parce qu'un homme s'appelle frère en Christ qui va te donner le bonheur. Il peut ne pas avoir ni Christ, ni Allah, ni quoi que ce soit, mais c'est un bon mari. Parce qu'il a des valeurs, il a le respect de la femme, il te considère. La religion et l'amour, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui utilisent la religion pour gagner l'amour. Aucune religion ne stabilise un foyer. C'est l'entente, l'amour, vous avez envie d'être ensemble. Ce n'est pas la religion qui va faire que vous allez faire 10 ans, 20 ans de mariage. C'est faux. C'est faux. Ça vous aide peut-être à encadrer les enfants, à avoir la même croyance et tout ça. Mais ce n'est pas parce que vous êtes tous les deux chrétiens que vous allez vous aimer. Vous allez vous aimer parce que vous vous aimez.
Sinon, les chrétiens n'allaient pas se séparer. On voit les gens divorcer, non, ce sont des chrétiens. Pourquoi ils divorcent? Donc, ne te focalise pas seulement que je veux un mari chrétien. Oui, peut-être pas un mari musulman, parce que tu as eu une mauvaise expérience. C'est mieux que tu aies un mari chrétien, qui a la même croyance que toi. Il peut te comprendre plus facilement. Mais ça ne veut pas dire que, parce que Charan, c'était un mauvais mari musulman, que tous les hommes musulmans sont mauvais. Il y a beaucoup de femmes musulmanes heureuses, qui restent dans les mariages des années, elles ont les petits-enfants. C'est la personne. Vous n'avez ni la même culture. Vous êtes tous des enfants qui ont grandi sans parents. Parce que Charan, tu l'as trouvé au foyer. Tu ne connais pas son déséquilibre. Ses parents sont restés à N'Djamena là-bas. Lui, il était seul là-bas en Allemagne. Donc lui-même aussi, il avait besoin d'une autorité. Maintenant, toi, lui, il est devenu ton autorité. Ça veut dire que tu lui as donné la place qu'il ne méritait pas. Il en a abusé. Il a expérimenté l'autorité sur toi dans sa vie. Il n'a jamais manipulé un être humain comme il t'a manipulé toi. Donc, quelque part, la place que tu lui as donnée dans ta vie a fait de lui ce qu'il est devenu. Parce que les jours qu'il t'a insulté, il t'a dit « ferme ta gueule ». Je t'ai ramassé. À 16 ans, ta famille t'avait jeté. Pour qu'un homme te dise ça, toi tu lui avais dit quoi sur ta famille? C'était l'enfance. Tu lui avais raconté beaucoup de choses. Mais c'est ce que lui l'avait retenu. Et il t'a considéré comme ça, traité comme ça pendant 20 ans par rapport aux premières phrases que tu lui avais dit sur ta famille. Que ta famille t'a jeté. Ta tante de l'Allemagne t'avait jeté au foyer, effectivement. Elle ne voulait pas que tu habites chez elle. C'est ce que lui, il est resté avec dans sa tête pendant 20 ans. Il t'a considéré comme une chose jetée qu'il a ramassée par pitié. Pendant que toi, tu avais fait des études, tu étais l'enfant d'un riche, tu avais une maman qui envoyait l'argent, c'est elle qui t'a payé les billets pour le Canada. Mais lui, dans sa tête, c'est resté qu'on t'avait jeté. C'est les erreurs de l'enfance, tu lui avais déjà dit. Mais ça détruit sa considération à ta personne, la valeur qu'il pouvait accorder à une femme. Ça s'est détruit, vous étiez encore des enfants et tu ne l'as pas vu. Ça s'est encore confirmé quand il t'est balancé, il t'est récupéré comme il voulait. Un homme qui fait va-et-vient, ce n'est pas un homme qui t'aime. Parce que quand tu regardes les raisons pour lesquelles il t'a abandonné, c'était dérisoire. Ça veut dire que toi, tu étais comme sa chose des réserves. Il fait un tour, quand il se rappelle, viens ici, on vit. Viens, on vit. Tu lui as dit qu'on divorce, il t'a demandé de l'argent. Lui va payer la maison comment? Parce que toi, la personne, la relation là. Et Charan, je crois qu'il pense que, comme tu es assise là, s'il vient te dire qu'il rentre à la maison, tu vas rentrer. Parce qu'il te connaît. Il t'a dit, je t'ai fabriqué. J'ai écrit, hein. C'est toi qui m'as dicté ça. J'ai écrit ça sur mon cahier. Tu vois? J'ai écrit ce que tu m'as dit. Et tu m'as dit, je te répète ce qu'il m'avait dit. Donc, pour enlever ça de la tête de Charan, c'est impossible. Mets ça toi dans ta tête. Charan ne va jamais te voir sous une autre forme. Ce n'est pas question de délivrance. C'est question de savoir. Lui, il sait que tu vaux rien. Ce que nous, on voit que toi, tu vaux là. Lui, Charan, il sait que tu ne vaux pas ça. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer. Parce qu'en plus, il n'a pas la volonté de te voir en mieux. Il te méprise. Donc, arrête de souffrir pour Charan. Arrête de souffrir pour les enfants de Charan. Arrête, ces enfants-là viendront. Sois heureuse. Vis ta vie. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos multiples commentaires au bas de la vidéo, les encouragements, les pensées, tout ce que vous pouvez dire à notre maman pour qu'elle aille déjà mieux. À la remerciant pour ce partage. Merci beaucoup, ma Sistou. Que Dieu te bénisse. Améliore-toi, guéris-toi. Tu as encore une longue vie de bonheur devant toi. Merci à vous. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez J-Licious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille,
en entreprise ou encore un mariage, J.Licious est là pour vous servir. Plongez dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 25 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. J.Licious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jlicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram J.Licious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? J.Licious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite!